commencer. Donc, bienvenue à tout le monde. Et puis, Louis va nous faire une présentation sur les enjeux de l'intervention des conseillers en orientation en lien avec la transition scolaire. Oui. Merci beaucoup. Tout d'abord, je me présente un peu davantage. Louis Cournoyer, je suis conseiller d'orientation initialement. J'ai travaillé là-dedans pendant 16 ans. Je suis également actuellement directeur des programmes de premier cycle en développement de carrière à l'Université du Québec à Montréal et j'enseigne plus particulièrement le counseling. Au niveau de mes études antérieures, puisque je suis professeur depuis 4 ans, j'en parlais tout à l'heure avec Martin, ce qui nous rallie un petit peu, c'est que moi, dans ma thèse, je m'étais intéressé à l'influence des relations sociales et des réseaux sociaux sur la construction du projet professionnel. Donc, j'ai l'habitude d'être dans des univers d'éducation, psycho, mais également familier, de par mes antécédents, avec l'univers un petit peu plus social, si on peut dire. La présentation que je vais faire aujourd'hui, toute simple, ça aille assez vite quand même avec le temps qu'on a. Je vais vous l'expliquer en gros, puis ensuite on va passer au PowerPoint. En 2010, j'ai fait une démarche de recherche auprès des conseillers d'orientation du collégial. L'idée était la suivante, c'est que il y a des études qui ont été faites auprès d'étudiants pour connaître comment s'ils ont des projets professionnels ou pas, s'il y a des liens entre leur avenir, la clarté de leur avenir professionnel et leurs études, mais très peu d'études se sont intéressées à savoir comment les professionnels dont le mandat est spécifiquement d'aider ces derniers arrivent à le faire et de quelle manière. Et je vais vous expliquer le contexte là, davantage. Je vais aborder également la question méthodologique pour tout ça, comment j'ai procédé. Ce que je présente aujourd'hui, c'est des résultats préliminaires qui doivent encore être un peu traités et avec lesquels, pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai choisi d'adopter une méthodologie un peu particulière, disons, comme ça, pour le bien là, de l'expérience d'aujourd'hui. Donc, l'étude. Donc, juste pour se situer, aujourd'hui, on va parler ce qui encadre ce que je présente aujourd'hui. C'est une recherche qui s'appelle l'orientation collégiale, représentation des conseillères et de conseillers d'orientation. Quand j'utilise le terme CO, c'est un terme d'initié qui réfère à conseiller d'orientation, sur la nature et la portée de leurs interventions auprès de la clientèle étudiante inscrite au secteur régulier de l'ordre d'enseignement, excusez, il manque un petit bout, collégial. C'est la première recherche que j'ai menée lorsque je suis arrivé comme prof à l'UQAM. Grosso modo, comment j'ai procédé pour ça, c'était tout simple. C'est un échantillonnage volontaire. C'est-à-dire, à chaque année, une association, l'Association des conseillers d'orientation du collégial, organise une journée de formation continue. Cette année-là, il m'avait invité justement pour présenter quelque chose sur l'influence des relations sociales des réseaux sociaux. Et en même temps, tant qu'à être là, j'avais environ peut-être une cinquantaine de conseillers d'orientation sur place. J'ai voulu avec eux voir lesquels seraient intéressés à participer à une étude portant sur la façon, grosso modo, c'est comme ça que je l'expliquais à eux, comment ils procèdent pour intervenir dans le contexte actuel de transformation de leur pratique, ce que je vais vous expliquer juste après, auprès des collégiens. Donc, au travers de tout ça, j'ai eu la participation de 15 conseillers d'orientation de cette région administrative du Québec. Il faut vous rappeler qu'il y a 48 cégep au Québec. Donc, 15 conseillers d'orientation, 12 femmes et 3 hommes, ce qui est assez représentatif de la population des conseillers d'orientation au Québec, et surtout féminine, et de 11 cégeps, cette région, comme je disais. Depuis que j'ai commencé cette recherche-là, j'ai eu beaucoup de données et j'ai des étudiants qui ont travaillé sur des essais là-dessus. Un essai, ça peut vous paraître banal dans le contexte actuel, mais les essais dont il est question, parce que nous, on a soit le mémoire en éducation, ou si tu veux travailler
en orientation, c'est un essai, mais avec moi, un essai, ça implique quand même une démarche, une expérience sur le terrain, un travail avec des données empiriques. Donc, au travers de la recherche, il y a 5 essais qui ont été produits jusqu'à présent, vous les avez ici, et il y en a 3 autres qui s'en viennent. Je vous en parle parce que ça va avoir un lien avec la présentation d'aujourd'hui. Ces essais-là ont porté justement sur des petites parties du questionnaire qui visaient notamment soit à mieux connaître les représentations qu'ont les conseillers d'orientation de la clientèle, soit de la façon dont ces conseillers d'orientation-là interviennent auprès d'eux, c'est-à-dire c'est quoi les stratégies d'intervention qu'ils emploient, c'est quoi les étapes qui les mènent à aider un collégien en besoin d'orientation. Tout ça pour dire que ça m'amène à la démarche proposée. C'est que ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est, j'ai appelé ça, et ce n'est pas un terme qui est courant là, dans la littérature, une analyse métathématique. Donc, ce n'est pas une méta-analyse, une analyse métathématique. Grosso modo, l'idée est la suivante. J'ai différents essais qui ont abordé différents aspects de la question. Donc, c'est comme s'il y avait eu un premier travail d'analyse. Par analyse thématique, selon la méthode proposée par Payet et Micheli. Grosso modo, on repère au travers des transcriptions d'entretien, parce que les entretiens qui ont été faits avec ces 15 conseillers d'orientation-là étaient d'une durée d'environ 1 heure à 1h30 selon les personnes. Donc, on parle ici d'un 35-50 pages de transcription pour chacun. On parcourt le matériel et au sein de ce matériel-là, discursif, on va essayer de cibler quel thème émerge au travers de tout ça. Et question de s'assurer que ce ne soit pas un thème, n'importe quel thème qui sort comme ça, il doit être appuyé, évidemment, le thème doit être appuyé d'un nombre substantiel d'extraits qui vont se coller à une définition opératoire. C'est-à-dire, il doit y avoir un élément qui rassemble ces thèmes-là et qui fait que cet extrait-là, pour que le thème existe, il faut qu'il y ait des extraits qui soient associés, et ainsi de suite. La partie analyse secondaire, pour la présentation d'aujourd'hui que j'ai travaillée, c'est une analyse métathématique, c'est-à-dire, grosso modo, de leur travail, de tous ces essais-là, de toutes ces analyses primaires, il a été identifié peut-être au total autour de 100 à 120 thèmes différents. Donc l'idée, et chacun de ces thèmes-là est associé, comme je disais, à des extraits. Donc l'idée, c'était de regarder au travers des 120 et de voir qu'est-ce qui revient au travers de tout ça. Ça permet d'une certaine façon, c'est une forme de méthode interjuge aussi, du coup, parce que ça permet d'aller voir qu'est-ce qui revient d'une personne qui analyse à une autre. Donc ça, c'est la partie méthodologie. On va suivre les étapes d'une recherche. Donc, pour les gens plus recherche, il faut une dimension cadre conceptuelle. Les gens plus pratiques, inquiétez-vous pas, on va arriver à des résultats, à des façons de faire. Problématique, grosso modo, là, en ce qui concerne le cas qui nous intéresse ici, à savoir comment les conseillers d'orientation interviennent. Il y a des problématiques d'ordre scolaire qui sont claires au collégial et qui sont récurrentes depuis plusieurs années, à savoir l'accès aux études collégiales. Sur 100 jeunes qui entrent en secondaire 1, il y a 58, les données du ministère disent que 58 personnes vont s'inscrire au cégep dans les délais prescrits. Donc 5, si on peut dire d'une certaine façon, 6 ans plus tard, après les 5 années du secondaire. La diplomation et la durée des études est également problématique, alors que les programmes en sciences en préuniversitaire sont prévus sur 2 ans. La moyenne pour les réaliser est de 2,5 années. Et les programmes techniques qui sont prévus sur 3 ans prennent en moyenne 4 années à compléter. Donc, au travers de tout ça, il y a aussi des questions d'interruption de parcours et beaucoup de changements de programme. On ne peut pas mettre ces éléments-là en dehors d'un autre enjeu, qui est celui des problématiques d'orientation, également des enjeux de passage à la vie adulte, à l'âge adulte également. Donc, problématique d'orientation, qu'est-ce qu'on rencontre au collégial? On rencontre des problèmes de faible construction identitaire.
de difficulté d'anticiper le souhait en devenir, de prise de décision impulsive. En clair, comme l'identité pour plusieurs est encore faiblement construite, dans ce temps-là, quand on n'a pas un sentiment de contrôle sur sa situation, on peut être porté à prendre des décisions et des actions qui soient impulsives. Lien observable aussi entre la clarté d'identité et la présence, entre la clarté d'identité, la présence de projets articulés et la motivation aux études. Et un tiers des nouveaux inscrits au collégial vont changer de programme. Donc, on voit au travers de tout ça qu'il y a beaucoup d'enjeux de difficulté à asseoir un choix. Et je fais un petit aparté pour vous dire aussi qu'il faut placer ça dans un contexte aussi où on parle ici d'individus. Si on adopte une perspective de psychologie développementale, parce qu'on sait qu'au Québec, l'âge pour faire un choix pour le cégep est généralement de 16 ans. Si on regardait du côté de Piaget des théories de développement cognitif, on pourrait s'apercevoir que ce qui est demandé pour faire un choix d'orientation éclairée et tout ce qui vient avec, 16 ans, pour beaucoup de jeunes, est trop tôt. Mais entre le choix de mettre une pression sur des programmes, des mesures et des services pour qu'on y arrive le plus possible, et celui de changer la structure des études et du marché du travail qui s'attend à recevoir une main-d'œuvre éclairée sur le plan de leur orientation avant l'âge de 20 ans ou un peu après, bien évidemment, on va mettre la pression dans le premier des deux cas. Autre enjeu, passage à la vie à l'âge adulte. Passage adulte, donc, de plus en plus un processus complexe, flexible, intermittent, sans une société plus instable et plus incertaine. Donc, en clair, devenir adulte aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toujours un concept de plus en plus abstrait. Sociabilité, la question de sociabilité est très importante à cet âge. La période entre 17 et 23 ans, selon notamment les travaux de Vidard et Lavenu du côté de la France, souligne que entre cette période-là et qui est également celle où on poursuit les études collégiales, c'est la période où les relations sociales sont à la fois les plus nombreuses, les plus changeantes et les plus diversifiées. En clair, dans une étude que j'avais menée antérieurement, à laquelle j'avais participé antérieurement, avec des collégiens, on identifiait que le réseau moyen des collégiens de personnes significatives est de 30 personnes. Le quart de celles-ci sont des membres de la famille. Donc, les autres sont des relations des proches. Et ce qu'on observe, c'est que d'une session d'études à l'autre, donc à chaque 5 mois environ, on notait que sur les 23-24 personnes qui demeuraient, 7 disparaissaient et 8 nouvelles apparaissaient. Ce qui reflète à quel point à cet âge-là, les relations jouent un rôle important, mais aussi les rencontres et les événements de parcours qui s'y produisent. Et à ça, on peut justement ajouter les questions d'expérience, de rencontre, de transition, les questions connues à cet âge-là, celles du conciliation travail-études, la vie amicale et amoureuse, les relations familiales et la négociation adolescence-adulte. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est une période de vie où on est en quête d'autonomie, mais d'une certaine façon en voulant maintenir le plus longtemps possible les acquis de l'adolescence par rapport aux parents. Donc, on est beaucoup en tension ici. Autre problématique, c'est que parallèlement que ces problématiques-là chez les jeunes, là, j'entre au niveau des conseillers d'orientation. Les conseillers d'orientation rencontrent des jeunes avec des problématiques quand même variées. On pourrait penser qu'ils ont tous en commun de juste chercher qu'est-ce qu'ils veulent faire. Or, il y a beaucoup de disparités dans les besoins d'intervention. Une typologie qui a été faite à ce niveau-là, sous forme de pyramide, par Matt, qui est le président de l'Ordre des conseillers d'orientation, c'est la suivante, c'est qu'on retrouve au collégial parfois des demandes liées à des besoins généraux, c'est-à-dire
de l'information scolaire ou encore d'avoir des événements, des journées de carrière, des trucs comme ça qui éclairent sur les possibilités. On a également des besoins distinctifs, c'est-à-dire il y a des jeunes qui ont des besoins d'ordre d'information scolaire et professionnelle ou qui ont besoin, c'est généralement de l'ordre de l'opinion ou de l'aide à la prise de décision en fonction de leurs besoins. Donc, pour beaucoup de jeunes, souvent en classe, c'est qu'ils ont de l'intérêt pour plein de choses et c'est une aide pour les aider à cadrer tout ça. Maintenant, ce qu'on rencontre de plus en plus aussi, c'est des besoins particuliers. Donc, en lien avec ce qu'on appelle les dites clientèles émergentes, de plus en plus de cas de troubles d'apprentissage, du moins diagnostiqués. C'est toujours l'enjeu des gens étaient là avant. Ça n'a pas apparu tout d'un coup. Mais aussi des enjeux de santé mentale qui peuvent aller de questions d'anxiété, de dépression et dans certains cas qui peuvent aller jusqu'à des troubles schizoïdes. Donc, vous voyez que même si les conseillers d'orientation arrivent avec leur formation de maîtrise très psychologisante à la base, il demeure que la formation au point de vue pathologique n'est pas toujours si développée. C'est une réalité qu'ils rencontrent. Parallèlement, pour ajouter sa problématique, en même temps, il y a une nouvelle loi qui arrive au Québec, qu'on appelle la loi 21 sur la modernisation des professions dans le domaine de la relation d'aide et des relations humaines. De la santé mentale des relations humaines, excusez. Ça fait en sorte que certaines professions, dont les conseillers d'orientation, également les psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, se voient maintenant conférer des activités réservées. En clair, selon la finalité de leur acte, un conseiller d'orientation, par exemple, maintenant a une activité réservée au niveau de l'évaluation du retard mental chez un jeune en contexte d'orientation. En clair, un jeune qui présente un enjeu de retard mental doit à tout prix être rencontré par un conseiller d'orientation membre d'un ordre. Et ça vient dire aussi également qu'on s'attend que le conseiller d'orientation maintenant soit pleinement qualifié par rapport à ça. Même chose, évaluation d'une personne qui a eu un diagnostic au niveau des troubles mentaux. Donc là encore, que ce soit dans des carrefours jeunesse-emploi, que ce soit dans des écoles, etc., la nouvelle loi, avec le règlement qui est en cours présentement, vient dire si c'est une question d'orientation, ce jeune-là, il doit à tout prix être rencontré par quelqu'un qui est membre d'un ordre. Autrement, c'est une activité illégale, au même titre que ce qu'on avait jusque-là au niveau des... autrement dit, si je me mettais demain à faire de la médecine, ça serait interdit, c'est une activité illégale, comment elle est qualifiée. Et le portrait des clientèles change aussi. De plus en plus de clientèle immigrante. On n'est pas obligé de vivre à Montréal pour avoir des enjeux de clientèle immigrante, des personnes de minorité visible, personnes handicapées avec ou sans diagnostic sur le plan de la santé physique ou mentale, troubles d'apprentissage, etc. Donc, en clair, à travers toute cette problématique-là, ce que je veux vous exposer, c'est qu'on a d'un côté des jeunes avec des projets fragiles, des enjeux, beaucoup de changements de programme, difficulté à se projeter dans l'avenir. De l'autre côté, on a des conseillers d'orientation qui offrent des services actuellement de différents types, mais qu'il y a souvent une grande demande. Et également, ces conseillers d'orientation-là ont eux-mêmes une réalité professionnelle qui se transforme. Et avec des exigences que pour beaucoup, ils doivent maintenant porter l'habit de « OK, je suis qualifié pour ça, moi, c'était pas ma zone de travail avant, mais maintenant, c'est moi qui ai cette activité réservée-là, donc faut que j'agisse à ce niveau-là. » Donc, vous voyez, c'est un peu dans le lien avec cette problématique-là que je m'intéressais à pouvoir répondre à la question suivante, c'est comment les conseillers d'orientation du réseau d'enseignement collégial interviennent auprès des collégiens dans un contexte de transformation des clientèles et de la pratique même de leur profession. Cadre conceptuel, globalement, si on veut cadrer conceptuellement, plus tard dans les résultats, la façon d'intervenir de ces conseillers d'orientation-là, encore faut-il avoir des repères pour le faire. Il y a différentes façons de concevoir leur pratique.
on peut le prendre du côté des approches contemporaines en counseling et psychothérapie. Généralement, on va dire qu'il y a 4 grands courants duquel découlent toutes les interventions, que ce soit de travailleurs sociaux, de psychoéducateurs, de conseillers d'orientation et autres professions. Courant psychodynamique, humaniste existentiel, donc humaniste existentiel, c'est l'approche beaucoup centrée sur la personne, des approches qui sont centrées sur l'actualisation de soi, très individuelle. Cognitif comportemental, un peu sur agir soit sur les cognitions de la personne pour changer le comportement, soit agir ses comportements pour changer les pensées. Et interactionniste systémique qui prend en compte que l'individu est continuellement en interaction avec son milieu et que si on change, dans le fond, une transaction qui s'opère dans un système, on peut changer le flux des systèmes. Aussi, les approches en orientation professionnelle sont souvent qualifiées de 3 types. L'orientation éducative, ce qui est globalement le principe. Il ne faut pas mélanger avec l'orientation scolaire, ça veut dire plutôt éduquer quelqu'un à s'orienter, à savoir l'aider à apprendre sur lui-même et sur le marché du travail, les opportunités, de manière à faire un choix efficace. Il y en a d'autres, c'est de l'orientation positive, à ne pas confondre avec un petit livre qu'on peut s'acheter, du genre s'orienter en 30 jours ou trouver le bonheur, mais plus de l'ordre de la psychologie positive, c'est-à-dire où là, on intervient directement sur la problématique de la personne et on cherche à la mobiliser. On cherche à l'amener à utiliser les ressources qu'elle possède déjà pour régler des problèmes, des nœuds dans sa démarche d'orientation. Et enfin, de plus en plus, et en lien avec la loi qui arrive, l'orientation clinique, qui suit davantage un protocole d'évaluation de la personne qui tient compte de grilles d'évaluation des besoins de l'individu, etc. Donc, où sont les conseillers d'orientation là-dedans? On pourra le voir tout à l'heure. Et enfin, les modèles. Il existe une panoplie de modèles de prise de décision relative à la carrière. Historiquement, on pourrait les classer en fonction de 4 éléments sur lesquels ceux-ci sont centrés. Le premier, l'adéquation. Et c'est encore la façon de penser de la majorité de la population quand on pense à s'orienter, c'est-à-dire, si tu te connais, et tu connais les opportunités, que normalement, 1 plus 1 devrait faire 2. Et c'est comme ça. Le problème de l'adéquation, c'est que très souvent, dans la réalité, 1 plus 1 fait point d'interrogation. C'est-à-dire, on peut accompagner une personne qui se connaît bien, on peut l'aider à connaître les opportunités, mais malgré tout, il demeure des blocages ou des peurs, etc., qui rentrent en jeu. Il y a les modèles de congruence qui sont davantage appliqués à la psychologie différentielle, donc c'est-à-dire les tests, la mesure de caractéristiques individuelles en fonction de celles dites de profession, de groupe professionnel. Souvent, en sélection, c'est ce qui est fait. L'approche centrée sur les processus, qui est liée à la psychologie développementale, où là, on travaille à aider la personne à se développer personnellement au travers de stades, de phases et d'étapes dites vocationnelles. C'est un vieil emprunt qui demeure dans le domaine, mais qui a une connotation religieuse quand même, là, mais qui réfère au terme anglophone vocation. Et dynamique, c'est-à-dire où là, on tient compte que la prise de décision relative à la carrière n'est pas uniquement individuelle, mais qu'elle s'opère au travers des relations entre les cognitions, les affects, les comportements et les contextes au sein desquels l'individu se retrouve et traverse. C'est la partie cadre conceptuel. Maintenant, les résultats. Ça roule assez vite, déjà 40. Je continue, je vais de l'avant, je vais essayer de m'assurer qu'on a un petit temps de questions. Tout va bien, oui. Ouais, super. Résultats. Je présente les résultats en 2 étapes. D'une part, au travers de cette analyse métathématique, comme je vous parlais, que je vous disais plus tôt, qu'est-ce qui ressort le plus souvent au niveau des préoccupations des collégiens? Ensuite, nous verrons quels sont les types de stratégies d'intervention ou les objets d'intervention sur lesquels
vont porter des actions, les conseillers d'orientation. Préoccupation des collégiens. Ce qui ressort globalement au travers des analyses, c'est que le passage d'études collégiales, la poursuite des études à cet ordre d'enseignement s'associe à une période de quête identitaire. Avant tout, avant la question d'orientation, avant la question de réussite des études, avant la question des relations familiales, il semble au travers du discours qu'on a pu recueillir des gens qui interviennent auprès de ces jeunes-là, constamment la question de qui suis-je et les enjeux d'identité, c'est-à-dire qu'est-ce qui me ressemble le plus. La réussite scolaire également, il y a une tension aussi, des doutes, des questionnements constamment où les jeunes se promènent entre deux lieux, c'est-à-dire un lieu du présent qui est ma réussite scolaire, et là j'entends pas éducative, scolaire, c'est-à-dire me scolariser, avoir des notes, me qualifier pour la suite, et la réussite professionnelle, c'est qui est liée au futur, qu'est-ce que je vais faire. Donc constamment cette tension-là entre les deux, le devoir lié. Vivre le moment présent, c'est peut-être un truc générationnel, quoi qu'on pourrait dire, et en passant, je dis générationnel, je suis le premier à dire qu'on devrait parler plus de cohorte, habituellement, parce que plus ça va, plus juste avec bientôt de génération, ça va être quasiment à chaque mois qu'on va en avoir une, tellement que ça se rapetisse dans le temps. Mais au travers de l'intervention des conseillers d'orientation, ce qui est noté, c'est l'importance pour ces jeunes-là de vivre le moment présent. C'est-à-dire que l'orientation et les projets d'avenir sont toujours faits en fonction d'une notion qui est celle du plaisir. Donc, est-ce que je vais avoir du plaisir? On n'est pas dans une... Et peut-être ça relève aussi de la réalité socio-économique ou des antécédents socio-économiques de cette clientèle-là, qui est encore, quand on y pense, qui est celle qui est toujours aux études, donc qui plus souvent vient de familles plus scolarisées. Je généralise, mais si on y va au point de vue statistique, c'est le cas. Donc, l'importance de la santé psychologique et le plaisir instantané. Souvent aussi, on note qu'il y a des préoccupations de migration interrégionale et de départ du domicile familial. Donc, on quitte un mode relationnel pour en adopter d'autres, la colocation, les premières expériences, les premiers ménages, premières expériences amoureuses. Tout ça, c'est une préoccupation forte qui entre en relation aussi avec celle d'orientation. De quelle manière? Bien, il y a des choix qui peuvent se faire, et on a observé, il y a des choix d'orientation, des fois, où les choix individuels sont subordonnés. Le projet individuel est subordonné au projet de couple. Donc, on va peut-être choisir un programme qui n'était pas le premier qu'on aurait pensé, mais qui va permettre d'être en relation avec mon conjoint, ma conjointe du moment. Préoccupations multiples, gestion des finances, consommation et relations sociales nombreuses, diversifiées. Ce que je nommais plus tôt, ça se dégage également au travers des résultats. Autrement dit, dans le quotidien du travail des conseillers d'orientation, c'est avec ça que s'amène le jeune lorsqu'il parle de sa réalité quotidienne et par rapport à son avenir. Le fonctionnement orientant des collégiens. Ce qu'on note, des enjeux qui sortent souvent, des enjeux de faible connaissance de soi, d'identité fragile, c'est-à-dire on cherche beaucoup à être réellement soi-même. Il faut se rappeler aussi qu'on est ici entre l'adolescence et l'âge adulte, entre la période où on se connaît par ce qui nous reconnaît, et celle où on cherche vraiment à être un individu, à s'identifier dans ses propres caractéristiques personnelles et uniques. Peu d'expérience de vie professionnelle, ben oui, d'un côté, 70% des jeunes au collégial travaillent, mais très peu le font dans quelque chose qui fait un sens par rapport à ce qu'ils veulent faire plus tard. Et peu de moyens de réflexivité à cet âge-là, qui peut avoir un lien avec ce qui précède aussi les questions. La réflexivité, ça l'aide d'avoir de quoi, d'avoir quelque chose sur quoi réfléchir également. Donc, maturité vocationnelle parfois faible, les enjeux d'anxiété aussi. L'anxiété, souvent,
les anticipations négatives, la peur de se tromper, la peur d'échouer, la peur d'en arriver à un âge vénérable de 25 ans et de ne pas être encore au clair avec son avenir professionnel. Ce qu'on appelle à l'âge collégial, l'âge où on est vieux. Ça varie, la notion de vieux par la suite. Procrastination ou compulsion, c'est-à-dire le premier réflexe souvent de l'être humain face à l'anxiété, c'est de fuir. Et par la fuite, il y a deux façons de fuir. Il y a la fuite par en arrière, la procrastination, je ne vois pas que ça existe, je fais autre chose. Ou la compulsion, c'est la fuite par en avant, j'agis de façon impulsive, je fais des choix rapides et je ne veux pas vivre le sentiment de l'inquiétude, de l'incertain. Donc, je fais des choix que j'appelle des choix de coquille vide, c'est-à-dire je choisis des choses, mais ce n'est pas encore éclairé. Et il n'y a pas le recul nécessaire pour le faire. Et les distorsions cognitives, c'est-à-dire le besoin de se représenter le monde extérieur, quitte à prendre tout ce qu'on entend, donc tout ce qui est « j'ai entendu que » ou « dans la vie il faut » ou « il paraît que telle université est meilleure qu'une autre », etc. Les acteurs de l'intervention viennent au collégial maintenant. Donc, qui travaille auprès des jeunes au niveau de leur orientation? Bien, le premier groupe qui ressort au travers de tout ça, c'est évidemment les conseillers d'orientation. Ce qu'on remarque, juste après, dans quelques diapos, je vais vous expliquer la façon dont s'articule leur intervention. Là, je vais juste pitcher les éléments sur lesquels ils travaillent. Les conseillers d'orientation sont beaucoup dans l'éloge de la connaissance de soi. C'est-à-dire, beaucoup de leur activité professionnelle avec les jeunes tourne autour de les aider à explorer leurs intérêts, leurs valeurs. Et aussi, à un autre niveau, parfois, la compréhension de soi. Comme je disais, rarement 1 plus 1 égale 2. Dans la personne qui est capable de faire 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle se connaît, puis qu'elle connaît les options, elle fait un choix, etc., les conseillers d'orientation vont et c'est dit justement dans les entrevues, ne les rencontrent pas, ces jeunes-là. Ceux qui rencontrent, c'est ceux que l'opération, qui paraît très simple mathématiquement, ne fonctionne pas. Donc, les blocages, les croyances, les modes de fonctionnement psychologique, mode de prise de décision naturel chez les collégiens. Donc, ils vont chercher, les conseillers d'orientation, ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont chercher à voir dans d'autres espaces de vie quelles sont les décisions que ces jeunes-là ont eu à prendre et comment ils ont procédé pour voir s'il est possible de retransférer ça à la situation actuelle de prise de décision. Peu de conseillers d'orientation collégiale utilisent des tests, des outils psychométriques. Ils sont plus centrés sur des exercices de réflexion. Donc, l'idée de ce qu'on appelle des testeux semble être en voie de disparition. Et c'est intéressant parce que les tests, dans la pratique, ont disparu au même rythme que la profession s'est féminisée. Donc, à l'époque où la profession était très masculine, essentiellement masculine, au tournant de 60-1970, c'était essentiellement des hommes, donc essentiellement de la psychométrie. Et avec, à chaque décennie, il y a eu de plus en plus de place pour la dimension intervention et moins d'outils technoprojectifs, si je peux le dire. On travaille à renforcer l'identité personnelle. Et enfin, ce qui est nommé, c'est qu'on va travailler beaucoup avec la question de socialisation et processus sociaux. S'intéresser à savoir comment l'individu devant soi a traversé les âges de sa vie au travers d'influences relationnelles, ou plutôt socio-relationnelles, si je pourrais dire. Donc, et de le prendre en compte pour l'aider à mieux se comprendre et à mieux comprendre comment il prend ses décisions. J'ai écrit ZEP, ça veut dire Information scolaire et professionnelle. Il y a beaucoup de ça au collégial. C'est normal, on connaît peu le monde. Au collégial, un peu moins qu'au secondaire, mais plus que plus tard dans l'expérience de pratique, qui arrive sous forme de tension. Et j'ai l'impression de prendre cette image-là qu'on n'a pas réalisé l'ampleur de la vague qui s'en vient encore.
Au travers de l'étude, il est possible de constater que l'approche de ces conseillers d'orientation-là demeure beaucoup ancrée sur un processus éducatif. En même temps, est très individuel, individualisant. On pourrait dire psychologisant, mais je dirais aussi centré sur la personne. Donc, psychologisant, oui, au sens perceptuel, représentatif, etc. En même temps, dans d'autres secteurs de pratique, comme celui de la réadaptation professionnelle ou encore organisationnelle, les conseillers d'orientation travaillent avec des gens qui ont plusieurs enjeux. Ils travaillent conséquemment en interdisciplinarité, dont on parlait d'interprofessionnel. Donc, je crois que à court terme, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'ils maintiennent leur pratique, puis en même temps, la clientèle se complexifie, mais là, ils commencent à le noter dans l'enquête. La loi 21 est arrivée, mais ça, la loi 21, pour beaucoup, bien qu'elle ait été travaillée pendant 10 ans, pour arriver à ça, la réaction des conseillers d'orientation et probablement aussi des autres groupes, d'autres groupes professionnels qui sont touchés par ça, sur le terrain, on a l'impression que c'est une approche qu'on appelle up-bottom, c'est-à-dire qui leur tombe dessus tout d'un coup. C'est comme si on a décidé en haut qu'à partir de maintenant, bien, vous avez des activités réservées et ça amène ça amène un nouveau, je dirais même jusqu'à utiliser ce mot-là, un certain nouveau paradigme à leur intervention, c'est-à-dire on va travailler maintenant dans un méthode psychologisant, je dirais même à un certain point médical, parce que le principe d'évaluation de ces clientèles-là implique un protocole, une grille, etc. Donc, effectivement, on retourne vers la technique. Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec tout ça, parce qu'on était dans la psychométrie, on est allé dans des approches plus counseling, plus d'accompagnement psychologisant. Et là, on semble vouloir ramener un mode technique à nouveau. Et ça va être intéressant de voir comment ça va passer. Moi, ça va m'intéresser parce que c'est mon sujet, les pratiques professionnelles de ces gens-là. Mais j'ai l'impression qu'on est présentement juste en attendant la vague. Et on ne l'a pas vu venir encore. On voit que le vent commence à s'élever. On voit au loin quelque chose qui s'en vient, mais on continue à vaquer à ses occupations. Et ça serait intéressant de mener à nouveau une recherche comme ça de façon longitudinale aux 5 ans, par exemple, pour voir comment ça évolue. Ça répond? Oui, c'est très intéressant. Paul-Émile? Une question qui semble quand même assez terre à terre. Je ne sais pas si vous voyez pas plus fort, parce qu'il y a des chances que vous en faites. J'aurais une question qui peut sembler quand même assez terre à terre. Je pense que. Elles sont assez terre à terre, les questions. Ce qu'on est en train de passer, de ce que je comprends, d'une approche un peu psychométrique, une approche plus dynamique, où on suit dans le fond l'évolution un peu anti-antispéciale du jeune mais personnellement, le point de rupture, ce que la personne comprend, qu'est-ce qu'elle veut faire, c'était un matchage un à un, l'adéquation à part le biais du questionnaire. Dans le fond, l'orienteur, c'était quand même assez simple. On peut quasiment dire qu'il avait sur le piton, puis il savait qu'est-ce que le jeune voulait. Il faisait de la parimètre. Mais maintenant, c'est pas le point de rupture, étant donné que ça évolue, j'imagine qu'il va juste se fier à son instinct. Bien, le point de rupture va varier grandement selon les individus. Il y a des personnes que le point de rupture, il va s'atteindre tout simplement la journée qu'on va leur donner une information sur un métier qu'ils ne connaissaient pas, puis il n'y avait plus de mécanisme, eux, pour s'éclairer avec ça. Pour d'autres, ça va être à un autre niveau. Ça va être le point de rupture, va être encore celui où on arrive à faire l'adéquation. Pour d'autres, il va se passer, ils ont besoin ce qu'ils viennent chercher, c'est un dispositif personnel. C'est une façon on appelle un modèle de prise de décision. Comment je peux m'organiser, comment je peux opérer ça, donc c'est un accompagnement. Mais de plus en plus, le point de rupture, c'est ce qui est très présent, c'est la question des blocages, de l'anxiété, de la prise en compte
de se voir, en clair, je vais dire comme ça, de se voir aller au individu. Où l'autre personne devant soi constitue une sorte de miroir qui nous reflète ce qu'il entend de ce qu'on dit, ce qu'il constate de ce qu'on fait, pour amener une prise de conscience sur le fonctionnement de la personne, ce qu'on appelle le fonctionnement psychologique, qui est un gros mot, qui vaut autant qui peut juste vouloir dire prendre conscience que même si on a l'impression d'avoir 4 intérêts différents, ils tournent tous autour des mêmes valeurs. Et que trouver que c'est ça notre fil conducteur. Ça peut être juste ça, comme ça peut être de voir qu'on est constamment pris entre chez ces jeunes-là, un besoin d'affirmation entre l'identité intégrée, l'identité que j'ai adoptée de mes transactions avec la famille, avec la scolarisation, et celle en tension avec celle que je veux affirmer pour moi-même. Cet effet miroir-là, c'est un cas subjectif, est-ce que la réglementation oui, essentiel, oui. Oui, il y a quand même, je sais que j'arrive comme avec un autre univers de. Le problème avec l'orientation, entre autres, c'est qu'il est intégré à raison d'une tradition dans le champ disciplinaire de l'éducation. Or, dans les faits, aux États-Unis ou en France, on rentre dans l'univers. En France, on est plus proche de la profession de psychologue du travail, de ce qui a amené là-bas, que de celle de conseiller d'orientation comme tel. Et aux États-Unis, on est beaucoup dans les vocational psychologists. Donc, pour moi, on devrait se trouver davantage et de plus en plus vers les sciences sociales ou encore vers la psychologie que strictement l'éducation. Mais c'est parce qu'on a été placé là à une époque où on créait, dans les suites du rapport parent, où on créait le système d'éducation, où à l'époque, l'éducation, ça avait 2 buts. Scolariser et préparer à l'avenir. C'était au même niveau. Donc, très intéressant. On approche du temps qui nous était compté pour notre exercice. On pourrait, c'est un sujet qui est vaste, hein, puis effectivement, dans les séminaires qu'on organise, j'en discutais avec Louis Cournoyer, le champ de l'éducation, c'est toujours un point d'ombre dans nos réflexions. Alors, cette ouverture-là est intéressante. On va essayer de développer ça pour la suite. Peut-être en terminant, ce que je dirais, avant de remercier Louis, c'est qu'il y a une série de séminaires comme ça qui s'organisent. Il y en a un, par exemple, la semaine prochaine qui a lieu à la même heure, mercredi, qui va accueillir Marc Molga de l'Université d'Ottawa, qui va réfléchir à partir de nos recherches sur comment développer une politique à la jeunesse qui intègre des aspects liés au soutien et aux théories du risque. C'est une perspective macro, mais développée à partir du terrain. Il y a une série d'autres séminaires comme ça qui, cette session-ci, sont organisés conjointement entre ma chaire de recherche, qui est l'agrégage, d'une part, et le champ de pratique et de recherche de l'Observatoire Jeunes et Société qui s'intéresse aux politiques publiques et aux jeunes, que je dirige aussi en collaboration avec Marc Molga. Donc, un peu comme on le dit en introduction, notre introduction qui est un petit peu chaotique là, à cause des enjeux techniques. Dans quelques jours, on va essayer de faire des retouches sur le vidéo pour le mettre en ligne d'une part, et puis les références que voudra bien nous donner Louis Cournoyer sur les enjeux qu'il a discuté avec nous vont être aussi mis sur le site, afin justement que cette plateforme-là soit une possibilité d'échange de connaissances. Et à cet égard-là, il y a aussi tous les autres séminaires qui se sont déroulés depuis le début de nos séminaires, depuis 2 ans, qui y sont aussi. Et puis, bien sûr, on vous remercie d'être venus. Je remercierai en terminant Louis Cournoyer qui s'est déplacé pour nous. C'était vraiment très intéressant. Et puis, n'hésitez pas à nous faire signe et lorsque vous allez recevoir l'invitation pour les prochains séminaires, à le transférer à vos réseaux. Donc, merci beaucoup à tous et puis bonne fin de journée, à la prochaine.